Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille la doyenne de la faculté de lettres de l'Université libre internationale de Moldavie, Karolina Dodusavka, qui avait déjà discuté avec nous en novembre 2021 depuis Chișinău, capitale de la Moldavie. Karolina Dodusavka est docteur en philologie. Ses recherches portent entre autres sur la littérature européenne et interculturelle, l'identité et la diplomatie culturelle. Elle est également membre de plusieurs comités de rédaction de revues scientifiques et de commissions d'évaluation académique. Karolina Dodusavka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, non pas au studio, mais depuis Chișinău. Alors, première question, comment votre faculté vit-elle les événements récents? Je fais évidemment référence aux manifestations qui ont eu lieu à Chișinău. Vous-même, êtes-vous inquiète? Comment se sentent également vos étudiants? Merci pour votre invitation et merci pour l'intérêt que vous portez à notre pays et en général à la région. La faculté des lettres de l'Université libre internationale de Moldova vit les événements récents avec une inquiétude raisonnable. Les membres de la faculté et tous mes collègues s'informent constamment sur l'évolution de la situation et bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est s'informer sur les dangers du jour. Je dis du jour, puisque d'un jour à l'autre, le tableau change et il peut être un peu différent. En tant que faculté, nous travaillons en régime normal. Il y a des cours, il y a des événements académiques dédiés, puisqu'on est dans le mois de la francophonie, dédié à la francophonie, sous le slogan Francophonie de l'avenir, un slogan qui donne un espoir. C'est le hashtag Mon 20 mars. Nous préparons le programme complexe de l'autogouvernance étudiante et les étudiants sont très actifs. Dans mon pays, la situation est préoccupante, mais je dirais qu'elle est calme. Et vous m'avez posé la question sur l'inquiétude des étudiants, si nos étudiants se sentent particulièrement inquiets. Étant donné que les étudiants sont une partie de la population active, les étudiants sont toujours au courant, ils s'informent, ils ont accès même aux plusieurs sources, aux sources variées, multilingues, plurilingues, ils ont accès directement aux chaînes, aux posts, aux podcasts dans des langues internationales comme anglais, français, espagnol, allemand. Les événements dans la région les concernent eux aussi et les inquiètent. Mais je crois que les étudiants, ils suivent d'un œil perspicace et assez pragmatique l'évolution de la situation dans notre pays, dans la région. Ils n'en discutent pas trop. À la faculté, par exemple, on est toujours préoccupé par les cours, des séminaires, des activités, mais il y a encore l'autre côté, tenant compte de la diversité des opinions, des appartenances ethnolinguistiques, etc. Chacun évite les discussions animées et les débats gratuits juste pour ne pas entrer dans des zones sensibles, des sujets délicats, puisque les options politiques sont différentes. Parfois même les vecteurs pro-européens ou pro-russes coexistent dans le même collectif, au sein d'une faculté, au sein d'une institution, au sein d'une capitale et d'un pays. Et là, il s'agit d'une auto-identification ethnique, culturelle, d'une identité linguistique. Et là, quand la situation elle est tendue, on ne touche pas trop. Il y a des opinions différentes, comme j'ai déjà dit, mais ce qu'on essaie de construire maintenant, et je crois que c'est un mot-clé, de construire un calme. Parce que ces jours-ci, j'ai appris que le calme, il se construit. Le sentiment d'angoisse citoyenne est un sentiment fort depuis que la guerre a éclaté. Mais c'est un sentiment tacite, contrôlé par chacun. Le niveau de crise, de tension à ce moment, est contrôlé par les institutions étatiques de mon pays. Voilà. Alors,
Corina Dodusovka, quand vous dites que le calme règne de façon relative à Chisinau et que les comportements sont raisonnables, sentez-vous toutefois que les forces que j'appellerais démocratiques à Chisinau sont suffisamment puissantes pour faire face aux provocations qui à venir, peut-être de nouveau, quand je faisais allusion aux manifestations, c'était des manifestations surtout pro-russes du parti Shor. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le raisonnable va l'emporter face à parfois des manifestations qui peuvent être beaucoup moins raisonnables? À mon avis, les forces démocratiques sont et seront sûrement plus fortes que les provocations internes. Et là, je souligne interne, puisque avec l'externe, avec les provocations externes, c'est le grand jeu, invisible et imprévisible. Avec les provocations internes, il est vrai qu'il y a plusieurs provocations internes et chacune d'elles pose de graves problèmes de sécurité. Et je voudrais même les mentionner. C'est la menace d'ingérence russe qui n'est pas d'ordre externe mais interne, puisque là, on assiste à une guerre hybride à l'intérieur du pays et à l'intérieur, si vous voulez, même des collectifs. Je parle des institutions. Il y a la menace russe et un activisme des forces pro-russes pilotées par le Kremlin à distance. D'un côté, vous avez déjà mentionné, c'est le parti Shor, accusé, financé par le crime organisé, et le parti relais du Kremlin. De l'autre côté, il y a le bloc des communistes et socialistes, dont le leader formel est le vice-président du Parlement, Vlad Batrincha. Et de l'autre côté, il y a le leader informel de ce bloc, qui est l'ancien président de la République de Moldova, qui participe à la vie active, même s'il a déclaré qu'il ne participerait plus à la vie politique. Comme vous le savez bien, il y a les armes en Transnistrie. La présence en Moldavie, notamment dans cette région, d'un bataillon des soldats russes, est une menace. Cela depuis plusieurs années, hein, depuis le début des années 90, il y a la 14e armée, je crois, c'est vrai. Là-bas. Oui, c'est ça. Et ça pourrait faire l'objet d'une invasion parce que cela les facilite. Donc, ils sont à une petite distance, ils sont déjà là. Mais il y a encore un autre palier de problème. Et ce palier, c'est le mécontentement social. Ça, c'est vrai. Le mécontentement social, il existe. Il y a les problèmes sociaux. Il y a 35% d'inflation et des pouvoirs d'achat sérieusement érodés par la crise qui s'est produite à cause de la guerre. Et cet effet qui s'est produit comme effet de domino, il y a les charges locatives plus grandes, les dépenses courantes plus coûteuses, le loyer, l'électricité, la nourriture, tous les prix ont augmenté. Sur l'autre palier, il y a encore les élections en Gagaouzie, c'est l'unité territoriale autonome Gagaouzie. Et cette unité territoriale autonome de Gagaouzie a un profil ethnoculturel très spécifique. Ils sont pro-russes, ils parlent russe et gagaouze, ils ne parlent pas ou presque pas roumain, et bien sûr leur attitude est pro-russe aussi. Pour les provocations externes, j'ai déjà mentionné que c'est la guerre aussi, c'est la guerre qui est à côté, et ce sont les intimidations russes, verbales, par voie diplomatique, mais c'est l'invisible. Moi, personnellement, c'est toujours l'invisible qui est une menace aussi. Des intimidations invisibles, je dirais. Voilà. Voilà comme ça. Et est-ce que le capital politique de Maia Sandu, la présidente, reste toutefois au beau fixe. Elle a, pas toute seule, mais elle a réussi à faire que
le pays soit invité à être candidat à l'entrée dans l'Union européenne l'année dernière. Ça a été un grand pas pour le pays. Aujourd'hui, est-ce que cette avancée, elle est un petit peu oubliée face aux événements ou bien le parti présidentiel, le parti PAS et Maia Sandu gardent une belle légitimité précisément grâce à cette avancée vers l'Union européenne? Vous savez, c'est une question très difficile et même les spécialistes ne pourraient pas vous donner une réponse unanime. Par contre, ce qui est assez clair pour tout le monde, c'est que le capital gagné par la présidente Maia Sandu, je parle d'un capital qu'elle a gagné par sa personnalité. Ce n'est pas même le parti qui a gagné les élections, mais c'est sa personnalité. Et il reste crédible. Et selon les sondages, on dit que si les élections étaient organisées prochainement, elle les remporterait du premier tour ou du second tour, ça c'est sûr. Ah, d'accord. C'est-à-dire, elle a une personnalité forte et importante. Son parti a subi plusieurs crises, mais c'est pas de l'intérieur du parti que je parle, mais de ce qu'ils font et la façon dont ils sont vus par les citoyens. Et bien sûr, la crise, ce mécontentement social, il ne peut pas contenter les citoyens tout simplement parce que la présidente, elle est forte, parce qu'elle a des rencontres, parce qu'elle est une voix diplomatique vers toutes les directions, parce qu'elle sait construire un dialogue assez constructif avec l'Est et l'Ouest. Mais tout ça, s'il s'agit d'un citoyen ordinaire, vous savez, cette explication très simple, quand il ouvre son frigo ou quand il rentre à la maison, c'est des charges à payer et l'électricité, le chauffage, etc. Donc, c'est-à-dire, ce sont des questions strictes et assez rudimentaires, je dirais. Et ça, c'est aussi un danger, c'est une zone assez vulnérable. Et ça sert Je répète, la l'opposition, évidemment. présidente, elle a un bon capital qu'elle a gagné. Et j'espère que toutes les provocations internes seront maîtrisées, bien maîtrisées, oui. Carolina Dodusavka, le milieu intellectuel que vous connaissez bien en Moldavie et surtout à Chisinau, comment est-il en train de réagir? Réagit-il? Je suppose qu'il y a des différences générationnelles, mais est-ce que vous sentez ce milieu intellectuel? Le milieu intellectuel Oui. moldave est majoritairement pro-européen. Les intellectuels soutiennent l'Ukraine et ils condamnent avec véhémence la guerre. Les options pro-européennes, elles aussi se subdivisent. Il y a des intellectuels qui plaident pour l'entrée de la Moldavie dans l'Union européenne. Une autre catégorie ou sous-catégorie qui plaide pour l'entrée de la Moldavie dans l'Union européenne et dans l'OTAN, et même la sortie de la République de Moldova de la communauté des États indépendants, c'est-à-dire de la sphère d'influence russe. Il y a les unionistes qui optent pour l'union avec la Roumanie. Et cette unification politique avec la Roumanie, pour ces intellectuels unionistes, se présente comme une solution qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes internes et externes. Les options pro-russes dans le milieu intellectuel existent, bien sûr. Elles sont minoritaires. Certains intellectuels... Pardon? Elles sont minoritaires. Je pense que oui. Les options pro-russes sont dans les milieux russophones, parce qu'il y a des intellectuels russophones. Mais là, il y a des voix qui se déclarent anti-guerre et il y a des voix qui ne se manifestent pas. Au moins, ils ne font aucune tentative de déstabilisation, ils ne s'engagent pas dans des discussions ou des débats animés, c'est-à-dire on ne peut pas nécessairement leur imputer quelque chose. Voilà.
Dans le milieu intellectuel, dans la République de Moldova, ce qu'on a pu faire pendant déjà cette année de guerre en Ukraine, on a organisé des conférences, des séminaires, des tables rondes thématisées, dédiées à la guerre, aux problèmes sensibles. Les étudiants ont organisé des flash mobs. En fait, il y a des voix anti-guerre qui s'alourdissent, se nuancent et se prononcent quand la situation devient plus tendue. Voilà. D'accord. Maintenant, j'aimerais avoir votre opinion sur la controverse récente liée à la langue moldave. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu par rapport à ce qui s'est passé et est-ce que cette langue moldave, officiellement, est-elle toujours vivante en République de Moldavie ou plus du tout? Le mode de fonctionnement d'une langue ou des langues sur le territoire d'un pays, et c'est le cas aussi de la République de Moldova, est déterminé par une loi organique. Cette loi, dans notre cas, a été stipulée dans la Constitution de la République de Moldavie, qui a été adoptée le 29 juillet en 1994. Et cette loi, elle est la loi roumaine, mais puis il y a eu des interventions, on a changé le syntagme et on a remplacé le syntagme de la langue roumaine par la langue moldave, qui est devenue langue officielle. Et bien sûr, il y a aussi une clause qui stipule le traitement préférentiel de la langue russe. Malheureusement, le sujet de la langue en République du Moldova est un sujet politique, est un sujet politisé, qui peut servir d'identification même d'un électorat anti-roumain. Et parfois, ceux qui sont anti-roumains utilisent cette question comme un sujet de débat, de déstabilisation et comme un instrument. Au niveau quotidien, je dirais que on n'observera aucun changement au niveau quotidien, puisque le syntagme, même si le syntagme a été du point de vue juridique, la langue moldave, ce syntagme a vécu depuis quelques décennies déjà un anachronisme par excellence, puisque la langue de l'éducation, la langue de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement scolaire, primaire et secondaire, de l'enseignement supérieur était réalisée en roumain. Les programmes d'études étaient bien fixés et déclarés. Donc, il y a les documents partout. Cours de langue et littérature roumaine, langue roumaine, à côté de la langue russe, par exemple, dans les programmes scolaires, dans les programmes universitaires. Et on a enseigné tout cela depuis les années 90 de l'autre siècle. C'est-à-dire, les étudiants, par exemple, étaient diplômés des facultés de philologie spécialisées en langue et littérature roumaine. On ne disait pas moldave. Tout document annonçait officiellement que c'est d'un spécialiste en langue et littérature roumaine. Les étudiants de ma faculté, faculté des langues, faculté des lettres, pardon, sont diplômés selon la spécialisation traduction et interprétation dans les langues, par exemple français, anglais, et quand ils enseignent, quand ils étudient au début la langue, ils l'étudient et on écrit entre parenthèses soit en roumain, soit en russe, parce qu'on forme au début, pour la première année, on forme des groupes qui sont enseignés en roumain et d'autres groupes qui sont enseignés en russe. Puis, quand on passe à la langue enseignée, il n'y a pas de différence. Alors, excuse-moi, je vous coupe. Et voilà, compte tenu. D'accord. Excusez-moi, je voulais juste conclure. Oui. D'accord. Je voulais juste conclure que compte tenu de ce qui précède l'anachronisme de l'existence de la langue moldave est évident ces jours-ci. D'accord. Mais quand cette langue moldave est-elle utilisée, ou plutôt
qui sont ceux qui parlent d'une langue moldave, mais d'après ce que vous me dites, pour vous, il n'y a pas de langue moldave. Il y a une langue roumaine et puis il y a la langue russe et puis il y a les autres langues. Mais c'est un outil politique de dire que la langue moldave existe surtout. C'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, 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 c'est ça. Mon opinion, évidemment, ni le nom de la langue, ni la langue elle-même ne devraient pas diviser la société. C'est ça. Puisque si on dit que c'est un outil politique, alors ce qu'il cherche, c'est à diviser la société. Parce qu'une société divisée, elle est chantageable, elle devient vulnérable. On peut facilement la manipuler. Mais le nom correct de la langue et l'expression juste à utiliser, c'est la langue roumaine. Même si je suis d'accord, phonétiquement, ou du point de vue du lexique, de la façon dont on s'exprime ici, en République de Moldova, il y a une particularité, il existe une différence, mais on n'a pas besoin d'un dictionnaire ou d'un outil, d'une assistance linguistique pour s'entendre avec quelqu'un qui vit en Ardeal, en Roumanie Oui, ou dans d'autres c'est un peu la même régions. différence entre un Parisien et un Montpelliérain. Ouais, oui, Grosso modo, c'est merci. la même chose. Un Mhm. excellent exemple, oui, vraiment, vraiment. Il n'y a pas de différence. Et puis, la vérité scientifique et la vérité historique nous disent que c'est la langue roumaine. Bien sûr, il y a des linguistes qui affirment que le roumain parlé en République de Moldova est une variation linguistique régionale. Mais de toute façon, ce n'est pas une variation qu'on pourrait utiliser donc, même au niveau d'un document juridique ou constitutionnel. D'accord, c'est bien clair. Une dernière petite question, Carolina Dodusavka. Comment la littérature vous aide-t-elle, vous, personnellement, à supporter ce contexte politique, social compliqué? Et qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment? Pour moi, la littérature, elle a été toujours euh, bien plus qu'un refuge et à part ma profession et à part mon intérêt de recherche professionnelle et socio-professionnelle, je vois dans la littérature une grande force, puisque la littérature, elle nous permet de voir les yeux ouverts, elle nous ouvre les yeux. C'est un espace de renseignement pour pouvoir mieux affronter la réalité, pour pouvoir lire dans cette réalité parfois kafkaesque, parfois dystopique, de discerner la vérité dans cette réalité hallucinante parfois, si on regarde ce qui se passe à côté, de survivre moralement et spirituellement à ces expériences abominables de la guerre. De comprendre comment les récits peuvent nous manipuler, donc pas les récits, mais surtout les discours. Et un récit peut être plus sincère et plus honnête qu'un discours public. Et bref, je crois que la littérature, c'est le lieu des rencontres des cultures, le lieu où on apprend le dialogue entre les cultures, entre les langues, entre les hommes. On peut se passer des messages sans les personnaliser. Bon, on peut comprendre mieux et devenir nous aussi plus sincères et reconnaître les vices et les vertus de la nature humaine et de pouvoir bien établir la frontière entre les deux et de comprendre que la réalité et la vie de qualité ne doit pas être politisée. On ne doit pas tout politiser. On a tellement politisé absolument tout. Et je crois que la littérature, à ce moment, elle nous offre cette zone de confort où j'ai une vérité universelle, où les vérités et les valeurs universelles se rencontrent. Et là encore, si vous me demandez quels seraient les titres que je pourrais recommander, ou au moins l'implicite de votre question, pour supporter mieux les pressions du quotidien et toutes les expériences amères
difficile parfois à supporter, difficile à accepter que cela se passe d'une manière synchronique à côté. Je crois que ce sont toujours les grandes œuvres qui peuvent nous aider car elles dénoncent ces scénarios dystopiques de la société. Les grandes œuvres écrites par exemple par Ernest Hemingway, Colette, je pense là au Silence de la mer, Orwell avec ses œuvres qui nous offrent un cadre imaginaire bien sûr, mais là se manifestent dans des conditions difficiles, des simulations très possibles, parfois impossibles, mais à la fois ça devient possible. Moi, je pensais, comme tous les intellectuels, que c'est impossible d'être le contemporain d'une guerre tout au milieu d'une grande Europe, parce que je crois que c'est tout à côté de l'Europe du point de vue géographique. Et l'exemple du livre 1984 de George Orwell est un exemple de dystopie. Et puis, il y a les livres ou l'œuvre en général de Svetlana Alexievich qui nous parle des visages de la guerre. Et c'est intéressant ce qu'elle dit, que la guerre n'a pas un visage de femme. Et ce que je pourrais recommander comme lecture, c'est vraiment Alexievich, Svetlana Alexievich, puisqu'elle est journaliste russophone soviétique. Qui est, pardon, excusez-moi, qui est de quelle nationalité? Elle est biélorusse, mais elle a vécu en Ukraine un peu. Elle a ses parents d'Ukraine. Elle est russophone. Elle a écrit beaucoup d'œuvres, de récits, des romans qui apportent comme une fresque d'époque sur l'Empire soviétique, sur Homo Sovieticus. Et je crois que notamment, c'est elle qui a saisi le profil du Russe, libérateur, envahisseur, et de l'autre côté, le profil de Homo Sovieticus, Sovieticus opprimé par les régimes tsaristes, soviétiques, post-soviétiques, russes, néo-impérialistes récemment. Et dans ces œuvres, on peut comprendre très bien cette fresque, ce panorama qui parfois nous échappe dans le streaming des actus, etc. Chez elle, je me suis rappelé maintenant la très éloquente formule de Florent Parmentier qui disait que il a découvert à Chisinau un tel profil de l'homme moldave qui a vécu en Moldavie, qui pendant toute sa vie n'a pas changé d'appartement en changeant 4 fois de pays, de régime et de passeport. Et voilà, les deux sont pour moi très pertinents parce qu'ils nous offrent, voilà, ce sont ces fenêtres ouvertes sur des questions atemporelles, sur des vérités humaines, et comme ça on pourrait trouver donc un refuge et faire recours à la sagesse universelle. Et là encore, il y a Montaigne que je me rappelle qui parlait des fautes grammairiennes qui peuvent produire des guerres. Et Voltaire, la liste est longue en fait, on peut lire beaucoup d'œuvres de qualité, des auteurs consacrés, mais l'exemple que je viens de donner avec Svetlana Alexievich, c'est qu'elle est notre contemporaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la suivre sur les podcasts. Elle donne des interviews très intéressantes, voilà, sur l'actualité de la guerre. Karolina Dubčavská, je vous remercie. Je savais que vous alliez magnifiquement répondre à ma dernière question et ça a été le cas. Merci beaucoup de nous avoir parlé depuis Chisinau. J'ai été ravi de vous entendre une nouvelle fois. Je sais que cette émission va être écoutée dans la capitale de la République de Moldavie et nous en sommes ravis. Et à une prochaine fois. Merci à vous encore une fois.
Et malgré tout, malgré ce qui se passe, je vous souhaite à vous également un bon week-end, chères auditrices, chers auditeurs. Week-end Placoute, comme d'habitude. Au revoir.